On va l'oublier. Ouais. Bon, Benoît Turcotte. Je te connais pas beaucoup. Tu ne connais pas du tout. Oui, ben, j'ai entendu ton nom, parce Ouais. que Geneviève déjà avait parlé un petit peu de toi. Vous étiez rencontrés, je pense, dans des lectures. Oui, on s'était rencontrés 2 fois à Lévis, une fois au Café de Vinci, une fois à la Barricade, une fois à Québec, la bouquinerie de quartier. Puis j'avais voulu l'inviter à des soirées de poésie que j'avais commencé à organiser en 99, en 2000, au mois de février. C'était rendu là. Ouais, c'est ça. La période était difficile pour elle, là, rendu là. Mais sinon, c'est ça, j'en entendais parler parce que Claire Côté la connaissait, puis c'était ma prof, ça avait été ma prof de lettres à Lévis-Lauzon. Puis à ce moment-là, je la lisais. C'était dans les années 2000. Mais j'ai vraiment... C'est après que je l'ai vraiment lu, par exemple, parce que moi, la première fois que j'étais en contact avec les textes de Geneviève, c'est à l'oral, c'est elle qui les lisait. Ça m'avait beaucoup impressionné. Parce qu'elle avait la façon de lire, authentique. C'est ça. Elle donnait l'impression d'être une personne très authentique, puis à la fois pleine de pudeur, mais désinhibée. C'est assez intriguant. Vous avez été son mari. Oui, au fond, on s'est mariés en 1979. Puis nous, on a été, finalement, on s'est fréquentés depuis 1974. Ou oui, 74. Au moment où elle écrivait, d'ailleurs... La mort est extravagante. Quand je l'ai connue, je pense qu'elle faisait le journal de l'année passée. OK. Ouais. Donc, La mort est extravagante était déjà écrit. Il était déjà écrit. Après ça, il y a eu l'absent aigu. À ce moment-là, on était déjà assez proches. Là. Mais... Puis elle habitait pas à Saint-Jean-Baptiste à ce moment-là? Dans le cas de Saint-Jean-Baptiste? Quand je l'ai connue, oui. Sur la rue Lavigueur. Ouais. Un appartement qui est un ancien atelier de peintre. Son amie Lucie Desrosiers, d'ailleurs, qui est peintre, avec qui elle est toujours restée amie. Là. Alors, c'était l'ancien atelier de Lucie, qu'elle a repris en appartement. Alors, c'était un atelier, avec la baignoire dans la cuisine. Tu sais, de la baignoire, il y avait une vue sur la base ville de Québec, puis les Laurentides. Parce que c'est sur le bord de la falaise, au fond, entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. J'ai déjà vu le peintre Saint-Pierre, Georges Saint-Pierre, prendre un bain dans cette baignoire-là, pendant le souper. Alors, c'était la rue Lavigueur, mon appartement. En tout cas, c'était vieux. C'était froid, l'hiver. C'était On peut le lire un peu dans le journal de l'année passée. Là. Elle a passé ses avant-midi au chic restaurant Bernier. Oui. Pour écrire. Oui, au coin sur la rue Saint-Jean. Ouais, au coin de Turnbull. Oui. Quand j'ai aménagé en quartier Saint-Jean-Baptiste, c'était encore ouvert à Bernier. Ah, c'est fermé maintenant, je pense. Ça, c'était un restaurant chinois qui s'appelle Chez Ça. Oui. Ah, OK. Vous me disiez, vous étiez en train de... Ben là, vous me disiez que c'est l'anniversaire. Ça fait 7 ans. Ça a fait 7 ans hier. C'est un thé vert avec de la menthe. C'est pour ça que la couleur est plutôt pâle. J'adore, j'aime beaucoup le thé vert. Hein? Merci.
Comment elle était, Geneviève, au quotidien? Ben, c'est-à-dire que quand on la lit, on la sent presque dans sa cuisine, tu sais, puis j'imaginais la vue sur le fleuve à partir d'ici, où on se demande, on n'a pas l'impression que ce qu'elle écrit, même, c'est très loin de ce qu'elle vit, tu sais, on n'a pas... Ben, je pense que ça a toujours été très proche. Très proche, même si c'est pas descriptif forcément de... Mais c'est toujours l'impression, je pense, de ce qu'elle vivait. L'émotion qu'elle ressentait par rapport à tout ça, ça a toujours été sa source d'inspiration, je pense, profonde. Le quotidien, les petites choses, les enfants, la vie au quotidien. Baigner dans son historique, bien sûr, aussi, ses peurs, ses angoisses. C'est un truc qui m'avait surpris, ça, dans les quelques lettres que Jean Désir m'a lues. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut lire là, dans ses textes publiés là, par moments. Là. Mm-hmm. Puis ça accentue l'idée qu'il n'y a pas vraiment qu'il n'y a pas une grosse frontière entre la Geneviève qu'on peut écrire et la Geneviève réelle. Là. Je me souviens d'une critique dans un journal, je me souviens plus quel livre, qui disait les écrivains qui se sont repliés sur eux-mêmes, qui se regardent le nombril, c'est plus d'actualité. Mm. Alors sa réponse, elle lui avait répondu en lui disant je suis simplement parti à la quête de mon âme. Alors, on est loin du nombril. Mais c'était ça, Geneviève. Oui. Très, très personnel, très attaché au moment, à l'émotion. Mais elle arrivait à transcender le quotidien ou les angoisses matérielles. Il y avait quelque chose qui... Ben, en tout cas, je pense qu'elle a toujours essayé de faire ça, de son mieux, avec énormément de doutes aussi, énormément de questionnements tout le temps. Je pense qu'elle a rarement été sûre de ce qu'elle vivait. Pas de ce qu'elle vivait, mais je veux dire, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je m'accomplis? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que... par rapport à ça, elle était toujours en questionnement. C'est quelqu'un qui doutait beaucoup? Énormément. Ouais. Puis pas que de l'écriture? Je pense pas. Elle avait des peurs personnelles assez fortes, mais une assurance en même temps. Dans sa façon de prendre pied, si on veut, de dire, ben ça c'est important dans la vie. Ça c'est pas important. Tu sais, la façon d'aller à l'essentiel tout le temps. Puis ce qui n'était pas essentiel, c'était comme, j'ai pas de temps à perdre là. Ouais. C'est vrai que ça, on le sent un peu, il me semble. Hein? Moi, j'ai l'impression qu'elle donnait cette impression-là d'être à la fois très solide, de camper, qu'il y avait une sorte de force, une assurance, mais en même temps une grande fragilité. Puis moi je l'ai connue en fin des années 90, une fragilité physique aussi. Ouais, oui. Fin des années 90. C'est ça, je l'ai connue de 95, mettons. Ouais, ça devait être dans ces eaux-là. Oui, parce que sa maladie, au fond, c'est à partir d'à peu près, le diagnostic, c'était en 1993. Une polyneuropathie, puis les traitements, les médications, la cortisone et tout. Là. Alors, elle a vraiment dépéri à partir de là. Alors, physiquement, ça a été quand même assez... on regarde 93 à 2000. C'est 7 ans. Ça a été long.
doute, puis de ne pas savoir c'est quoi, puis ça guérit-tu, puis tu sais, là, toute cette angoisse là, qui a été présente à partir de 93. Les tremblements, des engourdissements des mains, des pieds, des hospitalisations, etc. Même la perte par moment de capacité. On passait un mois à l'hôpital Saint-Sacrement déjà, sans être capable de marcher ou de se servir de ses mains. Ah non? Non, il fallait la faire manger avec une petite cuillère parce qu'elle ne pouvait pas. Donc elle a repris à marcher après ça, puis ses pieds sont toujours restés comme engourdis, tu sais, puis ça continue, une maladie dégénérative. C'est arrivé comme ça, On ne sait pas comment ça arrive. Hein? Un coup de sort. Puis avant ça, la période où elle a eu Olivier Magali. Puis, Olivier Magali, bien sûr, ils sont venus au début des années 80. Début Olivier en 79, Magali en 83. On demeurait dans la Beauce à ce moment-là. Ah oui, vous étiez Beauceron? Oui, on a été Beauceron pendant une dizaine d'années, de 78 à 88. On s'est envenu à Lévis en 88. Alors Olivier est né, on demeurait à cette époque-là à Saint-Frédéric. Sur la côte de Saint-Frédéric. Okay. On avait loué une maison là-bas. Alors, Olivier est venu au monde, il est allé à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Et j'ai d'ailleurs retrouvé dans ses affaires récemment une petite enveloppe avec de l'Hôtel-Dieu de Lévis, avec son empreinte de pied. Ah oui. À l'hôpital, ils font ça. Elle avait ça dans son tiroir de bureau. Puis Magali est née, elle, en 83, mais elle à Saint-Georges-de-Beauce. Ah, vous avez changé d'hôpital. Ouais, oui, parce que là, c'était pas nécessaire. Le médecin qui suivait aussi était le médecin de Saint-Joseph. Une fois, Geneviève m'a dit que elle avait décidé qu'elle voulait écrire à temps plein, puis qu'elle avait arrêté de travailler. C'est vrai, ça? Oui. Elle a fait ça à partir de quand? Quelques années, 60, je dirais 72 peut-être, ou 73, là, dans ces années-là. Et elle a enseigné ici au Cégep quelques années, puis elle a laissé carrément ça. Elle a racheté à l'époque, ça se faisait, son fonds de pension. OK. Puis après ça, elle a été bénéficiaire de l'aide sociale un petit bout de temps, tu sais, comme... puis son choix était vraiment, à ce moment-là, d'écrire. Oui. Puis j'imagine que si elle avait d'autres correspondants que Jean Désy, elle devait écrire beaucoup de lettres aussi, ou... Oui, mais je sais qu'elle a entretenu une forte correspondance avec Anne-Marie Alonso, des éditions 3. Oui. J'ai d'ailleurs retrouvé une lettre là, qui, je ne sais pas si elle a été envoyée. Au décès de la mère d'Anne-Marie Alonso. C'est comme... parce que je ne pense pas qu'elle se gardait des copies forcément des lettres qu'elle a envoyées. Alors, comme j'ai retrouvé la lettre, je ne sais pas si elle est partie. D'accord. Ou elle l'a retranscrite sur un autre, mais c'est difficile à savoir. Anne-Marie est morte aussi, il y a une couple d'années, je pense, il y a 2 ans. 2 ans. Ouais, elle nous avait envoyé un bouquet de roses blanches quand Geneviève est décédée. Ah oui. Ouais. C'est ça qu'elle me disait, on était très près. Ça a été... Mais c'était une relation de papier, parce qu'ils ne se voyaient pas. Ils se sont écrits. C'est ça. Ils se sont rencontrés peut-être une fois ou deux. Je t'écrirai encore demain, prend tout un autre sens. Elle en écrivait des lettres. Je t'écrirai encore demain, c'est ça. C'est au fond, ça, c'est ça. C'est 13 lettres. C'est qui s'adresse à un homme avec qui dont elle a été amoureuse avant 1972, 73, qui est décédé en 1990. Alors, c'est quelqu'un qu'elle n'avait pas revu. Puis elle a appris son décès parce que c'était son frère François est marié avec Monique, qui est la sœur de ce gars-là.
écrit comme ça, 13 lettres. Elle sait qu'elle n'a pas de réponse, alors elle donne les réponses, si on veut, en même temps. C'est tout un questionnement, finalement. Puis comme elle dit, ça s'échelonne sur 9 mois ou 1 an, le temps que la Terre se régénère. Elle sait qu'elle parle à quelqu'un qui est enterré, dont elle a été proche. Mais il y a très très longtemps, c'est ça? Ben, ça remonte à 90, vois-tu. Le livre est sorti en 94. Alors, elle a travaillé ça entre 90, 91 et 94. On parlait de son journal tantôt, que vous aviez retrouvé son journal, qu'elle a commencé quand elle avait 14 ans. Puis elle a écrit, elle a tenu son journal tout le temps. Il y a peu de... En tout cas, il y a peut-être de courtes périodes où il n'y en a pas. Mais généralement, elle a tenu de façon assez constante. Là. Alors, il y a l'évolution, bien sûr. À 14 ans, c'était l'époque, donc les années 50. Et en 45, donc, on parle de 58, 59. Donc c'est encore, c'était encore Maurice Duplessis, je pense que... Ça achevait, là, je pense. Duplessis est mort en 59, je pense. Ah, c'est ça. Alors, c'était l'époque quand même où la présence religieuse était forte. Son premier journal, c'est le début, c'est une petite fille qui est accoudée à une chaise en train de prier. Alors ça, c'est le début, 14 ans. Puis après ça, tu vois l'évolution, ses premières pièces de théâtre, premier concert, l'orchestre symphonique. Alors tu vois tout le mouvement de ça. Les premières pièces, puis le premier concert auquel elle a assisté? Oui. Alors la première pièce, c'était du Claudel, l'annonce faite à Marie. C'est l'emballement. Tu sais, Et puis les matinées symphoniques, c'est une amie qui lui avait donné un billet parce qu'elle ne pouvait pas aller au concert. Alors c'est comme ça qu'elle s'était présentée là. Elle habitait où à ce moment-là? Saint-Augustin. Saint-Augustin. Oui, Saint-Augustin, sa famille, son père était cultivateur. Elle a passé beaucoup de temps de sa jeunesse à sarcler, puis à sarcler les champs de fraises, puis à cueillir des fraises, puis etc., là, faire le travail de la ferme. Là, il y a un rapport à la terre hein, dans son œuvre qui est important. Ouais. Elle vient d'une famille quand même proche de la terre. Puis son père, comme elle dit, qui ne savait pas lire ni écrire. Puis qu'elle soit écrivain. C'était pour elle aussi quelque chose, ça, de... En même temps, elle a un vocabulaire qui a l'air de venir d'une vieille oralité. Elle a toujours été près, moi, du langage quotidien et au fond, le langage qui se passe d'artifice, si on veut. Donc, d'arriver à dire des choses aussi précises avec un langage incarné. Je pense que c'est ça l'affaire. C'était pas... si elle avait envie de dire qu'il fait frette, le mot frette, c'est pas quelque chose qui l'embêtait. Tu sais, c'est dans ce sens-là que... Dans son journal d'hôpital, je lisais récemment encore qu'elle bénéficiait tous les matins de toast frites. C'est écrit comme ça. C'était... Ça dit plus que ça dit. Ben, ça décrit exactement. C'est ça. C'est bon. Puis à travers tout ça, ben, c'est ça. C'est les enfants, la famille. Elle, c'était la 13e chez elle, de famille. La plus jeune. Une famille de 13. Ouais, ses parents sont morts dans les débuts de notre relation. Sa mère d'abord, puis après ça, son père. Il était rendu en foyer là, à Beauport. Puis sa mère était amputée des 2 jambes. Des questions de diabète. Là, alors, sa mère était en chaise roulante. Moi, quand j'ai connu sa mère, elle était déjà en chaise roulante.
Parlant de... C'est le diabète. Puis le diabète est survenu après sa naissance à Geneviève. Là, tu sais. Alors ça, elle a comme un petit peu de malaise. Elle a toujours un petit malaise par rapport à ça. Est-ce qu'elle avait le diabète? Geneviève? Oui. Geneviève a eu le diabète au mois de... Le diagnostic, le Saint-Sacrement, ça a été au début de février. En février 2000. OK. Avant ça, elle n'avait jamais eu de symptômes de ça, mais là, en 2000, février, elle était à l'insuline là, depuis ce temps-là. Donc ça ajoutait un élément additionnel aussi. Mais par rapport à sa mère, c'est qu'elle étant la dernière, sa mère est tombée malade au moment où elle est née. Elle a vécu ça un peu de façon difficile. Ça a toujours été, ça pour elle, quelque chose de difficile. C'est pour ça qu'elle a été en adoption les 4 premières années? Parce que, c'est ça, là, parce que là, alors elle s'est en allée chez un oncle, l'ancienne Lorette, jusqu'à l'âge de 4 ans. C'était son oncle. Son oncle, ouais. Napoléon Montreuil, l'ancienne Lorette, marchand général. Ah ouais? Ah oui, c'est une famille, ça, qu'elle a adoré. Hein. Elle a toujours gardé le contact avec eux autres. Son retour chez elle, là-dessus, c'est pas elle qui a décidé, elle avait 4 ans. C'est son père qui a dit, bon, c'est notre enfant, elle s'en vient chez nous. Alors je pense que là, il y a une rupture qui a toujours été présente. C'était à l'automne. Chaque automne, pour elle, a toujours été un cauchemar. Pas l'automne en soi, mais si on veut, le fait de revivre cette séparation-là, tout le temps. Et dans son journal, à l'hôpital d'ailleurs, je lisais encore ce matin, j'ai 56 ans. En fait, elle venait d'avoir 55. Elle était dans sa 56e, il faut croire. Donc j'ai 56 ans. J'ai 4 ans. Donc, quand je lis ça, je sais ce que ça veut dire. C'est ce retour comme ça chez elle. Elle pouvait passer, elle me comptait des après-midi, elle se cachait derrière du poêle à bois. Avec la chatte. Ah oui. Parce qu'écoute, elle arrivait dans une famille de 13. Qu'elle connaissait pas. Qu'elle connaissait pas. Des grands gars, Par contre, elle a eu des liens exceptionnels avec ses sœurs, Céline, Stella, Thérèse. Ils ont eu vraiment quand même, elle a eu beaucoup de liens de qualité avec sa famille. C'est qui Violaine? Vous ne la connaissez pas? C'est encore un mystère. C'est pas quelqu'un... c'est pas... En tout cas, pour moi, je sais pas. C'est pas quelqu'un de réel, là. C'est quelqu'un de... Ça peut être quelqu'un de vrai pour elle, mais qui s'appelait pas Violaine, sans doute. Ah, c'est ça. Je me demandais. Parce que dans le texte, à Clarisse Tremblay, bon, elle nomme pas le... Dans le texte lui-même, elle nomme pas le nom, mais la dédicace à Clarisse Tremblay. Ah ouais. Ça, c'est un texte que j'ai entendu lire à la bouquinerie de quartier. Ah oui. Le texte à Clarisse à Tremblay. Clarisse, après son décès. Hein? Oui. À Clarisse. D'ailleurs, dans son journal, jusqu'à la fin, elle parlait de Clarisse. Ça m'a marqué, ça. Lisant ce texte-là. Oui, Clarisse, pour elle, ça a été là, une grosse perte. Mais elle me disait, avant de décéder, elle dit, Clarisse et moi, disons, on est enterrés de chaque côté du fleuve. Elle est ici à cimetière Montmarie. Et puis Clarisse aux éboulements. Alors, c'est les deux rives du Saint-Laurent. Qui c'était, Clarisse Tremblay? Clarisse, c'est une fille de la Malbaie qui enseignait la littérature au cégep, je pense, à Garneau, Sainte-Foy. Puis qui a écrit quelques livres de poésie aussi. Alors c'est ça, ils se sont connus comme ça. Ils sont devenus de grandes amies. Qui avait un fils de l'âge d'Olivier aussi. Alors, qui ont partagé énormément aussi ce qu'elles vivaient par rapport à leurs enfants respectivement. Alors, je
pense que Geneviève a été très proche d'elle pendant, en tout cas, les dernières années. Est-ce que c'était encore une relation épistolaire ou, Ah non, c'était une relation... Ça se voyait vraiment, on se rencontrait souvent, puis... Justement, ça revient souvent, hein, la maternité, Ah, c'est... c'est le vent. Non, c'est quelqu'un qui est venu porter une circulaire. Ok, d'accord. C'est ça, la maternité, c'est très très important pour Geneviève. Ça revient souvent, puis il y a rien, la maternité, le rapport au corps. La maternité, sa mère, tous les cycles au fond, les cycles de vie. Ouais, c'est omniprésent dans son œuvre. Oui, parce qu'elle parle plus de sa mère à elle dans les premiers livres, puis après ça, elle parle plus de elle en tant que mère, de ses enfants dans les autres livres. Il me semble, en tout cas. Elle appelait ma petite vieille. La petite vieille, ça c'était sa mère. Ouais. Ça c'est dans le corps d'atelier, je pense. Ça se peut. Elle parle. Le corps d'atelier, elle avait fait ça à Saint-Joseph, à l'atelier de Michel Pelchat, qui est un peintre. Et à cette époque-là, lui, il a fait un projet de Roya Fusain et Sanguine. C'était des corps de femmes qui étaient amputés, qui n'avaient pas de bras puis pas de jambes. Alors elle a travaillé à partir d'une série de tableaux comme ça qui était en préparation. Elle a vraiment travaillé ça dans l'atelier de Michel. Elle a travaillé dans son atelier pour écrire ça. C'est sûr que l'image de sa mère amputée, les deux jambes, était présente là-dedans aussi. Bon. La maternité, c'est sûr. Oui. À l'hôpital, elle disait il faut que je me décide à accoucher de mes enfants. De leur laisser leur vie, leur laisser leur âme, chacun son âme. Ça revient souvent ça, dans ces derniers écrits. De dire ils ont leur vie, ils ont la peur de les empêcher de vivre, la peur de... Tu sais, en même temps, avec la peur des peurs. De leur avoir volé quelque chose, la peur de... Tu sais, mais elle disait quand même, j'ai quand même bien dû leur donner quelque chose. Je pense qu'elle leur a donné beaucoup. Oui, je pense que j'ai l'impression que ça donne. Est-ce que vous avez des photos ou des trucs Oui. Ah, ben ça, je comprends. C'est parce que... faut que je ferme ça. Ouais, j'ai compris ça.